Le documentaire est partout. Si bien qu'il est possible qu'au fil du temps, vous ayez l'impression de toujours avoir vu les mêmes films. Tout le monde se met à faire des documentaires, car le format est plébiscité, même chez les jeunes. Le documentaire permet de s'instruire et dévoile à son audience des personnes, et non des personnages. Si les histoires racontées sont souvent singulières, la façon dont ils sont réalisés, filmés, montés est souvent la même. C'est de là d'où provient ce sentiment de déjà-vu. Mais alors, comment faire pour que son documentaire soit unique ? Comment rendre votre film mémorable et mettre en lumière la réalité que vous souhaitez raconter ? La réponse se trouve dans un autre genre de film. Un genre qui ne raconte rien de réel, qui crée ses propres univers, parfois même son propre langage. Ok, là vous vous dites sûrement, où est-ce qu'il nous emmène ? Quel rapport entre un documentaire sur les langoustes et Avatar 2 ? En fait, il ne s'agit pas de comparer les deux genres, mais plutôt de se servir des codes créatifs de l'un pour alimenter l'autre. La fiction et le cinéma, de manière plus générale, offrent aux documentaires un éventail de possibilités techniques et créatives qui pourraient être utilisées pour renforcer l'ambiance de vos films documentaires. Tout est construit pour amener l'audience dans une atmosphère créée de toutes pièces, afin de la faire ressentir certaines émotions, de lui faire comprendre certains enjeux. Et le documentaire pourrait en profiter pour renforcer les messages transmis. De la lumière au montage, en passant par le cadre, nous allons analyser certains des outils les plus puissants de la fiction pour les appliquer au documentaire. La lumière est le cœur battant du cinéma. Elle est le bloc qui permet de sculpter l'image, l'univers dans lequel nous voulons raconter nos histoires. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, son utilisation définit le propos. Dans la fiction, elle est largement utilisée pour convier toutes sortes d'émotions. Pour illustrer le pouvoir de la lumière, j'ai choisi un petit film d'auteur, dont je suis sûr personne n'a entendu parler. Bon, je me risque pas trop en disant que Dune 1 et 2 font partie des plus beaux films sortis ces dernières années. Visuellement, ils sont absolument époustouflants. Ils sont réalisés tous les deux par Denis Villeneuve, qui a fait 2-3 petits films d'auteur, genre ça, et Greg Fraser à la photographie, qui a tourné quelques petites merdouilles avec sa caméra, genre ça. Les deux films comportent des effets spéciaux absolument dingues, qui, faut le dire, quand je les ai vus au cinéma, m'ont filé la chair de poule à chaque fois. Alors qu'au passage, ils coûtent 2 fois moins cher que certains des derniers blockbusters sortis récemment. Surprised to see me. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Là, je vais vous parler de lumière. En fait, ce sont 2 exemples parfaits pour ce que j'essaie de vous montrer, parce qu'au-delà d'être beau, l'histoire de ces 2 films provient des livres de Frank Herbert, du même nom, qui sont incroyablement complexes. Et Villeneuve et Fraser ont su utiliser notamment la lumière pour aider leur audience à comprendre le rôle de chacun des protagonistes, et décomplexifier au maximum l'histoire. Je vous montre. Regardez ce plan du baron Harkonnen, regardez la lumière. Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce plan ? Alors, évidemment, il n'y a pas que la lumière qui vous laisse deviner que le baron est l'antagoniste de ce premier volet. Mais regardez cet éclairage. La source est positionnée au-dessus du baron, légèrement derrière lui. Cela donne immédiatement un aspect mystérieux et surtout sinistre au baron Harkonnen, notamment grâce aux ombres créées sur son visage. Sur ce plan, on voit Dame Jessica, la mère du héros, qui est donc logiquement du côté des gentils. Mais regardez bien l'éclairage de ce plan. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Bon, il y a évidemment le regard noir de Rebecca Ferguson qui vous met un doute. Mais observez plutôt l'éclairage encore une fois. Il vient d'en dessous du sujet. Et ce n'est certainement pas anodin. En fait, une source d'éclairage qui vient du sol, ce n'est évidemment pas naturel. Et ça, notre cerveau le sait. On appelle cela l'uplighting. Cette technique permet de créer un malaise au moins inconscient pour le spectateur. Ce qui souligne évidemment le jeu d'acteur de Ferguson, et surtout l'intention du réalisateur de dire « Attention les amis, quelque chose ne va pas ». Je pourrais m'arrêter sur beaucoup de plans de ces 2 films, tant la lumière joue un rôle important dans l'histoire. Dans le documentaire, le propos se veut souvent spontané. Il est donc plus difficile de choisir sa lumière, mais pas impossible. Il existe de nombreux scénarios dans lesquels vous pouvez choisir vos éclairages. Prenez par exemple les interviews, ou bien encore les mises en situation. Soigner votre éclairage dans ces moments si particuliers, c'est créer du lien avec votre audience. Ou pas d'ailleurs. C'est créer une ambiance, un univers dans lequel vous pourrez jouer avec bien d'autres choses d'ailleurs. Le placement de votre lumière influe directement sur la perception de votre audience des personnes et des univers que vous montrez à l'image. Y passer un peu de temps, c'est s'assurer que les bons messages sont transmis.
La composition, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses au cinéma. Pour vous donner une définition, lorsque l'on parle de composition, on fait généralement référence à la manière dont les éléments visuels sont disposés dans le cadre, exactement comme en peinture. Le choix de composition comprend également les mouvements caméra, la profondeur de champ, la longueur d'optique utilisée, enfin bref. Elle regroupe tout l'arsenal visuel qu'a à sa disposition le directeur de la photographie. La lumière fait d'ailleurs un peu partie de cette définition de composition. Tous ces outils sont des armes redoutables au cinéma. Et pour illustrer tout ça, j'ai choisi un film dont je suis sûr que vous avez entendu parler. Ce film nous raconte l'histoire d'Arthur Fleck, un Américain voulant devenir comédien et souffrant d'une véritable maladie du rire qui le marginalise dans une ville bien sombre, le transformant peu à peu en un clown maléfique. L'ambiance de ce film est pesante, et voici quelques-unes des émotions que l'on peut ressentir en regardant ce long métrage. Bien, maintenant je vais essayer de vous montrer à quel point tous les éléments de la composition vous ont permis de ressentir ces émotions. Le Joker a été tourné et monté dans un ratio de 1,85:1, grâce au très grand capteur de l'Arri Alexa 65. Le ratio d'une image ou d'un film, c'est en fait simplement le rapport entre la longueur et la largeur de l'image. Une image de ratio 1:1 est carrée, une image de ratio 16:9 est rectangulaire. Dans notre cas, une image de ratio 1,85:1 est une image plus carrée que la norme 16/9. Et cela a plusieurs effets. Dans le Joker, ce ratio fait apparaître Arthur très petit lorsqu'il est montré dans l'environnement qui l'entoure, voire insignifiant. A l'inverse, ce ratio donne une autre dimension aux plans serrés. Ils sont plus intenses, plus intimes, car le format plus vertical permet à la caméra d'être beaucoup plus proche du personnage, tout en voyant l'intégralité de son visage. Les plans serrés sont alors encore plus serrés, et presque douloureux. Un autre élément que permet aussi un grand capteur que celui de l'Alexa 65, c'est la profondeur de champ. Plus un capteur est grand, et en fait, plus il permet de réduire la zone nette, et ainsi avoir un flou d'arrière-plan très important. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques de pourquoi et comment, mais dans le Joker, ce phénomène renforce largement la solitude qu'éprouve Arthur dans cette société qu'il déteste. Il est mis à l'écart socialement et visuellement. On peut parler là d'isolation. Lawrence Sher, le directeur de la photographie de Joker, a également joué avec différentes longueurs de focale pour manipuler l'audience. Dans certains plans, notamment au début du film, Lawrence utilise de longues focales. Cela permet en fait d'éloigner la caméra d'Arthur et de laisser l'audience l'observer de manière plus objective, détachée. L'audience est en fait mise dans la perspective d'un habitant de Gotham, et cela renforce le sentiment qu'Arthur n'est qu'un détail fondu dans la masse. Il n'est finalement qu'un énième fou dans une ville déjà tourmentée. Sher utilise aussi fréquemment des objectifs grand angle, notamment lors des scènes en intérieur, et cela lui permet de rapprocher la caméra extrêmement proche de son sujet, ce qui crée de façon subconsciente une proximité entre l'audience et Arthur. On assiste presque de l'intérieur à l'éclosion du fou qu'il deviendra. Un autre outil de la composition qu'il est pertinent de manipuler, ce sont les valeurs de plan. Et voici comment elles se décomposent. Dans les plans larges, Arthur est toujours minuscule, perdu dans le décor qui l'entoure. Sher laisse également beaucoup d'espace au-dessus de sa tête. Ceci a un effet terrible sur la perception d'Arthur par l'audience, puisqu'il se noie dans son espace, il y perd pied, et il entre peu à peu dans une terrible psychose. Les plans en plongée le dévoilent faible dans un monde qu'il dépasse, qui lui échappe. Mais dès que sa transformation en Joker est terminée, les contre-plongées le rendent beaucoup plus puissant. Les chants contre chants utilisés lors de la scène du Late Night Show accentuent également la tension de la scène, renforçant son côté maniaque et imprévisible. Toutes ces émotions que j'ai évoquées, Lawrence Sher et Todd Phillips ont réussi à les renforcer grâce à la composition de leur image. Ils ont su sculpter une ambiance si singulière dans le bloc de marbre qu'était leur tournage, avec notamment le fantastique Joaquin Phoenix, qui a d'ailleurs reçu un Oscar pour ce rôle. Vous l'aurez compris, la composition est une arme redoutable au cinéma. Elle vous permet de manipuler indirectement votre audience pour la plonger dans l'ambiance que vous aurez choisie pour votre film. Savoir filmer est une chose, savoir traiter son image en est une autre. Du simple montage à l'export final du film, en passant par le sound design, la musique, la colorimétrie et bien d'autres encore, la post-production est une étape cruciale dans la création d'un film. Il y a un film qui a un peu secoué Hollywood à l'époque de sa sortie. Enfin, de ses deux sorties. Justice League est sorti 2 fois, une première fois en 2017 et une deuxième fois en 2021. Pour la faire courte, Zack Snyder, le réalisateur du film, a malheureusement perdu sa fille Autumn alors que le film était en phase de post-production, dernière étape avant sa sortie. Warner Bros a alors fait appel à Joss Whedon,
réalisateur de The Avengers dans l'univers Marvel, pour terminer le montage du film. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zack Snyder avait déjà réalisé d'autres films du DC Universe, et qu'il avait réussi à installer une atmosphère très sombre dans ses films. A l'inverse, Joss Whedon a un style beaucoup plus léger, humoristique et commercial. Les fans furent forcément déçus de la version de Whedon, et en 2021, après une pression monstre du public, Warner Bros. Sortit la version de Zack Snyder. C'est pour ça que c'est l'exemple parfait. On a le même film monté différemment, et vous allez voir, la différence est absolument remarquable. Bon, commençons par l'éléphant dans la pièce. La version de Snyder fait 4 heures. Celle de Whedon, elle, fait 2 heures, ce qui veut dire que le montage de ces deux films est complètement différent. Au-delà d'avoir raccourci des scènes, Whedon en a carrément supprimé, et c'est loin d'être anodin. Le montage joue un rôle crucial dans l'établissement du ton d'un film ainsi que sa narration. Les décisions à prendre sur leur ordre, leur durée et le rythme jouent un rôle crucial dans l'expérience du spectateur. Je vous montre. Regardez les deux versions de la scène qui présentent Wonder Woman et faites attention aux différences de rythme. La première chose que vous remarquerez en comparant les deux, c'est à quel point l'action est plus longue dans le montage de Snyder. Dans le Snyder Cut, au moment où la camionnette s'arrête devant le bâtiment, on voit que dans la version de Whedon, le méchant est déjà sorti de la camionnette et a tiré sur plusieurs victimes. La structure de base de la scène est la même dans les deux versions. Les terroristes entrent, prennent des otages, Wonder Woman est présentée et elle sauve tout le monde. Cependant, la version originale, celle de Whedon donc, coupe 4 minutes de la scène, soit plus de la moitié de sa durée d'origine, sans sacrifier aucune information sur l'intrigue. Cela fonctionne si votre objectif est simplement de réduire la durée du film. Même si ce qui est coupé n'affecte pas la clarté de ce qui se passe, cela affecte dramatiquement la façon dont la scène est ressentie par l'audience. Le temps passé sur la longue marche jusqu'à l'endroit où se trouvent les otages dans le montage de Snyder, qui est en grande partie coupé de l'original, peut sembler inutile. Mais cette minute supplémentaire de tension et de danger avant l'introduction de Wonder Woman crée du suspense et rend sa révélation plus percutante. Dans le Snyder Cut, après avoir vu Wonder Woman, nous retournons à l'intérieur du bâtiment, passant du temps avec les méchants, en adoptant à nouveau le point de vue des otages. Cela renforce le suspense parce que nous attendons de voir quand et où Wonder Woman interviendra. Dans l'original, Wonder Woman est révélée et elle se met immédiatement au travail et sauve tout le monde, perdant ainsi toute l'attention. La scène est réduite à ses points d'action et d'intrigue les plus fondamentaux. Le Snyder Cut contient aussi ce moment qui aide à humaniser et à développer le personnage de Wonder Woman, ce qui manque vraiment dans l'original. Et tout ceci, Whedon l'a fait sur de très nombreuses scènes. Parfois, ils ont juste raccourci tous les plans d'une scène pour gagner du temps, réduisant au passage de manière drastique le lien créé entre les personnages et l'audience. Un autre aspect très important de la post-production, c'est la gestion des couleurs. Regardez à quel point la différence de couleurs dans les deux versions du film influe sur l'ambiance et le ton de chacun des deux films. Dans la version de Whedon, les couleurs sont très vives et très chaudes, ce qui apporte beaucoup plus de légèreté au film. Outre les blagues nulles qui ont été ajoutées, Oof. You're gorgeous and fierce and strong and je trouve que la couleur a un impact énorme sur notre perception du film. Regardez par exemple le costume de Flash, il est presque ridicule. See, I'm afraid of bugs. La version de Snyder, elle, est très sombre. Les couleurs sont effacées et cela donne un aspect bien plus grave et réaliste au film. En fait, le Snyder Cut prend une ampleur bien plus importante selon moi, qui assoit cette version comme un événement majeur dans l'arc DC Universe. Le cinéma possède son propre code couleur, que les réalisateurs utilisent et déforment à leur guise, pour guider leur audience. Pourquoi ne pas s'en servir également dans le documentaire ? Avant d'essayer d'expliquer tout cela, j'aimerais juste conclure cette analyse filmique par la musique. Regardez bien cette scène dans les deux versions, et regardez à quel point la musique joue un rôle très important. Dans l'une, Aquaman se la joue rockstar qui va conquérir le monde. Dans l'autre, on sent qu'il se bat contre ses démons intérieurs, ici l'alcool, mais qu'il continuera de faire son devoir. Et tout ça, on veut la suggérer uniquement grâce à la musique. Bon, on l'a vu, le cinéma et la fiction utilisent un panel très large d'outils pour manipuler et transporter leur audience dans les ambiances qu'ils veulent créer. Mais ces codes ne servent pas qu'à manipuler le spectateur, ils rendent également les films beaux. Et c'est peut-être un des aspects les plus importants du processus créatif, le beau.
Et je vais aller un peu plus loin. En fait, pour moi, le beau, c'est sans doute une des meilleures solutions pour pallier au mal. Ok, je vous apprends rien, nous vivons dans une société en tension. Mais des sociétés en tension, il y en a depuis qu'il y a des sociétés. Déjà à la Grèce antique, Platon et Aristote soulignaient que l'art et la beauté permettaient à l'humain de s'élever. Dans la Rome antique, Cicéron a soutenu que la contemplation du beau et la pratique de la vertu sont essentielles pour une vie bonne et équilibrée. Et plus tard, Nietzsche a assuré que l'art et la beauté permettent à l'humain de surmonter le nihilisme, trouver un sens dans l'existence et réconcilier nos pulsions rationnelles et émotionnelles. Si, je vous assure. Bon, tout ça, ce sont des formulations de philosophes pour dire que l'homme a besoin du beau pour trouver l'équilibre dans sa vie. Et honnêtement, je ne vois pas pourquoi le beau serait réservé au cinéma et à la fiction. Que ce soit l'image, la couleur, mais aussi le son, tout doit être repensé, surtout dans notre modèle français, pour inclure une attention particulière à ce que les films documentaires soient aussi agréables à regarder. Tenez, regardez plutôt. Ça, c'est le documentaire qui a gagné le dernier Oscar du meilleur docu-court. Le film fait 40 minutes, et sur les 40 minutes, je n'ai pas vu un seul plan moche. Tout est beau, tout est soigné. Vous êtes plongé dans la vie de tous les protagonistes sans avoir eu à faire d'efforts. Le documentaire est beau, donc on a envie d'en faire partie. Et quand le générique de fin arrive, vous redécouvrez le monde extérieur. Et ça, c'est souvent un bon signe quand on regarde un film. Alors déjà, si vous êtes amateur de docu, je vous conseille de regarder ce film. Mais ensuite, si on se penche un peu plus en détail sur ce que permet cette beauté, ainsi que les choix artistiques et techniques qui ont été pris, le constat est sans appel. Les plans d'interview sont très serrés. Résultat, on se sent extrêmement proche des protagonistes. Ils sont mis chacun en avant dans leur environnement respectif, en train de travailler par exemple. On voit très bien que certains plans ont été écrits et planifiés pour renforcer la beauté du film. La composition de ce film est magnifique et on devine que la lumière a été travaillée. Le montage est précis, il nous permet de suivre le fil de l'histoire sans aucune difficulté, tout est bien rythmé. Un indice probant sur mon entourage, quand on a regardé le film chez moi, personne n'a sorti son téléphone. Le sound design lui aussi est incroyable, il renforce l'immersion dans le monde des protagonistes, il crédibilise ce que l'on voit et on est impliqué par l'image et par le son dans les scènes. We live in Soviet Union. Our government will never let anything like that to happen. Well, he was a very wise man, but what a mistake that he did. That he didn't listen. He was at work and somebody just came from behind and killed him. I don't know. Et en fait tout ça, ça permet de sublimer les humains que l'on voit à l'écran. Les émotions sont renforcées et leur histoire résonne en nous parce que tout est fait pour nous plonger dedans. Et tout ceci crée un équilibre délicieux entre spontanéité et mise en scène. Et ce sera mon dernier point. Le documentaire est un genre de film qui se doit d'être spontané parce qu'on raconte des vraies histoires. Cependant, et c'est un gros cependant, on a le droit de recréer, de mettre en situation ces personnes.
On peut leur demander de faire semblant, ou pas d'ailleurs, mais on a le droit de tricher pour montrer certaines choses. Et c'est notamment dans ces moments-là qu'on peut se permettre des choses un peu plus créatives, artistiques. Et là, dans The Last Repair Shop, cela a été fait d'une main de maître. La caméra glissée sous un capot de violon pour nous faire croire qu'on est à l'intérieur est un exemple parfait d'une mise en situation réussie. C'est visuellement magnifique, symboliquement très fort, et cela met en situation réelle un des protagonistes, puisque c'est son métier de réparer des instruments. Tout ceci doit être pensé, écrit et planifié à l'avance, exactement comme en fiction. Mais il ne faut pas non plus en abuser, car ce serait perdre la spontanéité et l'honnêteté d'un documentaire. En bref, et de façon assez paradoxale, le documentaire doit se nourrir de la fiction. Il doit se nourrir de ses codes créatifs, de ses techniques de manipulation, pour renforcer les messages du monde réel. Certains esprits brillants ont, dans leur tentative de recréer le réel, réussi à mettre au point des techniques créatives qui pourraient finalement permettre de le sublimer. Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que de nombreux très grands réalisateurs de cinéma ont commencé leur carrière dans le documentaire. Quoi de mieux que l'école du réel pour apprendre à imaginer ?